La crise pétrolière de 2026-2027. Pourquoi le récit de la surabondance de pétrole était un mensonge? Et ce qui nous attend maintenant? D'abord, c'était quoi exactement ce récit de la surabondance de pétrole? Eh bien, l'AIE, basé à Paris, et créé après la crise pétrolière de 73-74, publie souvent des rapports indiquant qu'il y aurait un énorme excédent, parfois jusqu'à 1 milliard de barils de pétrole, qui se trouverait sur des navires en mer, en attente d'arriver à destination. Parfois, ce chiffre descend à 800 millions de barils, et ainsi de suite. Mais à mon avis, après avoir examiné tout ça, il me semble que l'AIE s'est un peu politisée et qu'elle surestime largement ce stock tampon de pétrole, dans le but de faire baisser artificiellement les prix du pétrole, ou de pousser les spéculateurs à croire qu'il y a beaucoup plus de pétrole disponible qu'en réalité. Et du coup, il n'y a pas vraiment 1 milliard de barils de pétrole qui flottent quelque part, surtout en ce moment, avec les tensions autour du détroit d'Ormuz. Ce qu'on appelait, à la fin de l'année dernière, une surabondance de pétrole est très vite devenu une pénurie. Et je suis sûr que vous en avez déjà parlé avec le Dr Martenson et d'autres. Mais même les États-Unis importent chaque jour des millions de barils du type de pétrole dont leurs raffineries ont besoin, c'est-à-dire un pétrole plus lourd, plus visqueux. Donc, les États-Unis à la fois importent et exportent du pétrole. Ils exportent le pétrole léger vers d'autres pays et ils importent le pétrole plus lourd pour le traiter sur leur propre territoire. Mais à l'échelle mondiale, tout ce pétrole subit une baisse d'environ 20% en raison de la part que le Golfe Persique fournissait au marché mondial. Et c'est là qu'on entre dans la logique purement économique. Le produit intérieur brut de chaque pays est étroitement lié à sa consommation d'énergie. Si vous voulez un PIB plus élevé, il faut que votre économie dispose de plus d'énergie à consommer, que ce soit pour l'industrie, les transports, la production et tout le reste. Si vous perdez environ 20% de votre énergie, alors votre économie subit à peu près une baisse de 10% si cette situation dure. Il existe d'anciennes théories économiques, plus néoclassiques, qui affirment que cette baisse ne serait que d'1%. Mais ça n'a plus de sens dans l'économie moderne. L'énergie, c'est la ressource clé qui fait tourner tout le reste. Sans énergie, votre économie ne peut rien faire. Donc, dans la théorie économique moderne, et pour les analystes qui savent de quoi ils parlent, une baisse de 20% de la production mondiale de pétrole entraîne environ une baisse de 10% du PIB mondial. C'est une dépression. Et c'est exactement ce qui nous attend si on ne met pas un terme à ça. Oui, c'est une année énorme. Et vous dites que la crise du pétrole est bien réelle, mais qu'elle est encore plus grave qu'on ne le pense. Qu'est-ce qui est pire que ce qu'on imagine? C'est à cause des dégâts à long terme sur les infrastructures. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de rallumer les puits de pétrole. Ils se disent, bon, peut-être que Trump et l'Iran vont trouver un accord vendredi, et ils gardent un peu d'optimisme là-dessus. Et ensuite, on pourrait tout remettre en marche la semaine suivante, et tout redeviendrait normal. Mais d'abord, il y a en ce moment un décalage de plusieurs mois dans le système, parce qu'il y a beaucoup moins de navires qui transportent du pétrole ou du gaz. Les tankers, tout simplement, ne naviguent plus comme avant. Et puis, ces dégâts à long terme sur les infrastructures, ce n'est pas seulement les puits eux-mêmes. Ils peuvent se boucher avec des dépôts de paraffine ou des mélanges d'eau à l'intérieur des fissures, là où normalement la pression est faible dans un puits de pétrole. On injecte du gaz tout autour pour essayer de pousser lentement le pétrole vers le puits, là où on peut l'extraire. Ces fissures se bouchent si on les laisse reposer quelques jours ou quelques semaines. Mais il y a aussi le fait que les infrastructures pétrolières ont été bombardées.
Et ces bombardements ont eu lieu même en Russie. Vous savez, on l'a vu, des drones ukrainiens ont frappé des dépôts de pétrole et des raffineries en Russie. Donc, que ce soit intentionnel ou non, à l'échelle mondiale, les infrastructures pétrolières qui faisaient tourner notre monde, qui soutenaient notre PIB, sont en train d'être détruites, affaiblies ou bloquées. Et la conséquence pour le monde, c'est clairement, je pense que je peux le dire avec confiance maintenant, qu'on se dirige vers une dépression économique. Pas juste une baisse de 5 ou 6%, mais plutôt de l'ordre de 10%. Et donc, juste pour être sûr d'avoir bien compris, même si la guerre s'arrêtait demain matin, vous dites que ce serait toujours le cas. Eh bien, si la guerre s'arrêtait demain matin, alors là, tu vois, on pourrait commencer à guérir de tout ça. On pourrait s'en sortir. La vie va être difficile pour beaucoup de pays et pour beaucoup de gens pendant le reste de cette année et une partie de l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Mais on peut éviter le pire si la guerre s'arrête maintenant. Et on pourra regarder en arrière en se disant que ce n'était qu'un passage difficile. Mais si ça continue, alors là, ça va devenir vraiment, vraiment grave. Et il y aura énormément de souffrance humaine. Alors, il y a une autre chose dans cet article, le nouveau, qui m'a vraiment frappé. Vous dites que les prix du pétrole sont artificiellement maintenus à un niveau bas et que ça aggrave la situation. La plupart des gens n'y pensent peut-être pas. Mais si on regarde le prix actuel du pétrole, le président Trump a fait des commentaires qui ont fait baisser le prix du baril. D'ailleurs, regardez ici en direct. Pour le mois de juin, on voit une baisse de 3,85 $. Maintenant, 3,87 $ aujourd'hui, à cause de certaines déclarations du président Trump et de cette idée que peut-être on ne va pas replonger dans une guerre ouverte. Mais vous dites que ça ne reflète pas forcément le vrai prix du pétrole, ni ce que ça peut nous coûter, et que ce n'est pas une bonne chose. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Absolument. Eh bien, Trump a beaucoup d'expérience pour faire baisser les prix du pétrole, simplement avec ce qu'il dit ou publie sur les réseaux sociaux. Mais comme on fait face à une pénurie de pétrole, le signal le plus important pour inciter les consommateurs à économiser, c'est un prix plus élevé. C'est de l'économie classique, tout simplement. Un prix plus haut envoie un message clair aux entreprises, aux transports et aux consommateurs. Il faut en utiliser moins. Mais comme le prix est artificiellement bas, en partie à cause des libérations de la réserve stratégique de pétrole, le prix reste artificiellement bas. Et les gens se disent « Ah, je peux continuer à consommer comme avant ». Le problème, c'est que la réserve stratégique de pétrole va s'épuiser. Et puis encore une fois, le pétrole sur lequel on a vécu et qu'on a brûlé ces 2 derniers mois et demi, cet excédent-là aussi est en train de disparaître. Et il semble que d'ici le mois de juin, je dirais vers la mi-juin ou la fin du mois, ça va devenir un vrai problème critique, même pour les Américains. Et ce n'est pas seulement le pétrole. Il y a aussi des produits comme les lubrifiants, parce que ces produits pétroliers, les différents distillats et tout ce qui vient du Golfe Persique sont essentiels. Même le polyéthylène, par exemple, entre dans toutes sortes de fibres et de matériaux de construction. Et même l'hélium. Moi, je dirige un laboratoire alimentaire et on utilise de l'hélium dans notre labo. Heureusement, j'avais fait des réserves énormes d'hélium vers le 10 mars. J'en ai pour 1 an dans mon labo, mais tout le monde n'avait pas anticipé ça. Et si vous n'avez pas de lubrifiant, eh bien vous savez, on ne peut pas faire rouler les camions sur l'autoroute sans lubrifiant, sans huile moteur, ou même sans graisse et autres produits du genre pour les engins de chantier, les tracteurs, les chargeuses compactes ou les chargeurs sur chenilles. Sans ça, on ne peut pas construire de centres de données, on ne peut pas construire de maisons, on ne peut rien transporter. C'est donc un écosystème très complexe, très imbriqué, de produits pétrochimiques,
qui commence peu à peu à disparaître de notre monde. That is beginning to partially vanish from our world. And I'm going to go back to the article here. You've already talked about this. I guess the previous section here, the wells that may never come back. You've talked about that, but now then the critical thing: what you must do now to prepare for the coming storm. So when you're talking about global energy and stuff, what can a regular person do? Well, yeah, and I apologize. Oui, pardon. Il y a encore un point que je voulais aborder à ce sujet. Saviez-vous que les puits de pétrole classiques voient leur production baisser d'environ 4 à 5% par an, simplement de façon naturelle, surtout s'ils ne sont pas bien entretenus. Et l'entretien de ces puits, en particulier ceux issus de la fracturation hydraulique, demande beaucoup de liquidité, beaucoup de capital. C'est quelque chose que Rick Rule, un expert des matières premières, a d'ailleurs mentionné récemment. Ce manque de liquidité se reflète aussi dans le fait que les taux des bons du Trésor augmentent, donc le coût de l'emprunt devient plus élevé. Je crois même que le taux britannique à 30 ans vient de dépasser les 6%. The 30-year rate just went over 6%, in fact. The cost of borrowing money impacts the... Le coût de l'emprunt a un impact direct sur le manque de liquidité dont dispose le secteur de l'énergie pour entretenir les puits existants, sans même parler de l'exploration de nouveaux puits. Et les puits de fracturation, eux, s'épuisent très vite, beaucoup plus vite que les puits de pétrole conventionnels. Donc si on arrête de faire le niveau d'entretien nécessaire, c'est encore un autre type de dommage à long terme, qui découle du coût du capital plus élevé, lui-même lié à la hausse des taux d'intérêt, ou plus largement, au coût de l'emprunt. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Trump veut absolument quelqu'un à la Fed qui fasse chuter les taux d'intérêt, même si ça ne fait que repousser le problème à plus tard, et peut-être à une échelle encore plus grande, parce que ce manque de liquidité touche aussi l'énergie, et donc, par ricochet, l'alimentation et tout le reste. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir ajouté ça. Oh non, Oh non, non, bien sûr. Non, non, absolument. Vraiment, tout ce qui est pertinent, je veux que vous en parliez. talk about. Yeah. Oui. Alors, je crois que la question suivante que vous posiez, c'était sur ce que les gens peuvent faire, c'est ça? People do. Oui, Well, okay, here's an angle on this. Bon d'accord. Voilà un point de vue assez intéressant. Trump est devenu, en quelque sorte, le premier vendeur de voitures électriques aux États-Unis, parce que les gens se précipitent pour en acheter. En fait, Hyundai, qui vend des véhicules électriques en Amérique, a connu, je crois, une hausse d'environ 500% de ses ventes. Et les ventes de Tesla sont de nouveau solides aussi. Tout ça, c'est parce que les consommateurs ont l'impression qu'ils peuvent simplement utiliser le réseau électrique pour recharger leur voiture. Ils peuvent se déplacer grâce au kilowattheure au lieu d'avoir à faire le plein de diesel ou d'essence. Instead of having to go get diesel or gasoline. Some people are buying solar and setting up. Certaines personnes achètent des panneaux solaires et installent des batteries locales. C'est très cher et assez complexe, mais certains le font pour pouvoir recharger leur voiture avec leur propre soleil. Ça contourne le détroit d'Ormuz. Vous voulez contourner le détroit d'Ormuz? Eh bien, captez simplement la lumière du soleil et mettez-la dans votre voiture, non? Encore une fois, c'est très coûteux à mettre en place, donc c'est pas quelque chose que l'Américain moyen fait. Mais j'ai aussi vu un projet pilote lancé par la société Bobcat. And I'm sorry, just to go on. How expensive? cher pour une personne normale. Et combien ça coûterait de mettre en place un accord comme ça, avec la lumière du soleil? Sunlight. Avec la technologie des batteries d'aujourd'hui, ce sont clairement les batteries qui coûtent le plus cher. On peut facilement dépenser 40 000 $ ou plus pour les panneaux, qui deviennent moins chers. Mais ce sont les batteries et les contrôleurs de charge de l'onduleur qui s'ajoutent par-dessus, qui font grimper la facture. La technologie des batteries n'est toujours pas au top,
Et c'est là que se trouve le vrai coût. Mais pour quelqu'un qui veut acheter son indépendance énergétique, à cause des attaques de Trump contre l'Iran, beaucoup de gens se sont mis à regarder du côté du soleil. Parce que le soleil, c'est la seule chose qu'aucun gouvernement ne peut bloquer. Pas encore, en tout cas. Et l'Iran ne peut pas bloquer la lumière directe du soleil qui vient du ciel. C'est important de garder ça en tête. Qui aurait cru que Trump deviendrait un vendeur de voitures électriques? Et pourtant, c'est vrai. En même temps, certaines personnes stockent du diesel. Et franchement, je pense que c'est encore une très bonne idée aujourd'hui, même si le diesel coûte bien plus cher qu'avant. D'ailleurs, je veux le dire clairement dans votre émission, pour des raisons de sécurité, je ne conseille à personne de stocker de l'essence. C'est beaucoup trop dangereux, trop inflammable. Le diesel, c'est tout autre chose. Les moteurs diesel n'ont même pas de bougie d'allumage, parce que le carburant est à peine inflammable. Il ne s'enflamme que sous une pression extrême. C'est la seule façon dont il brûle. C'est difficile à enflammer, donc bien plus sûr à stocker. Mais il faut quand même des réservoirs de stockage à double paroi, homologués UL, avec une ventilation à ressort et tout ce qu'il faut pour gérer la dilatation quand il fait chaud, ce genre de choses. Je veux juste être clair là-dessus, c'est une note de sécurité pour votre public. D'accord? Mais stockez du diesel, parce que les prix risquent de monter encore beaucoup à partir de maintenant. Et comme je l'ai dit, j'utilise du diesel. J'ai payé 2,50 $ le gallon l'an dernier, à un moment donné, et je vais continuer à l'utiliser longtemps, vu les prix actuels. Voilà quelques exemples de ce que les gens peuvent faire. Et un peu comme pendant les années COVID, beaucoup de personnes travaillent de plus en plus depuis chez elles, trouvent des emplois qui leur permettent de le faire et participent à leurs réunions en visioconférence. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Oui, malheureusement, ça limite ce que vous pouvez faire. Même si je pense qu'une bonne partie de tout ça va revenir, par nécessité. Alors écoutez, tout ce dont on a parlé jusqu'ici dans vos 2 articles, que ce soit sur le pétrole ou sur les questions alimentaires, tout ça, même si la guerre s'arrêtait demain, les problèmes resteraient. Ils sont déjà ancrés. Et voilà ce qu'on aurait. Maintenant, laissez-moi vous poser 2 scénarios différents. Le premier, c'est que le président Trump n'arrive pas à prendre de décision. Il n'en prend pas, mais il maintient le blocus. Et on avance, disons, jusqu'à juillet, voire le mois suivant. Et puis, d'un coup, le miracle se produit. C'est fini, peu importe comment. Quelle serait la différence entre une fin demain et une fin à la fin du mois de juillet? La différence, ce sera probablement des dizaines de millions de morts dans d'autres pays à travers le monde en 2027. À un moment donné, on pourra presque dire que chaque jour de retard se traduira par un certain nombre de personnes mourant de famine. Malheureusement, c'est simplement la cause et l'effet. Oui, oui. Et on va voir beaucoup d'aide alimentaire, des concerts, des collectes de fonds, des situations d'urgence gérées par les organisations internationales qui fournissent cette aide. On va voir ça tout au long de l'année 2027. Franchement, il n'y a aucun moyen d'empêcher ça. Le vrai problème, c'est que, oui, les gens peuvent avoir le cœur aussi grand qu'ils veulent. Mais si la nourriture n'est pas là pour être distribuée, ou si les récoltes ne produisent pas assez, eh bien, il n'y a pas grand-chose à manger. À moins qu'on décide de rééquilibrer avec les pays qui ont encore plus qu'avant. Ce serait nécessaire, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit très probable. On va aussi assister à un fort basculement vers des aliments moins nourrissants, un peu partout dans le monde. Les régimes vont changer. On va remplacer des aliments traditionnels, souvent plus riches sur le plan nutritionnel, par des produits, disons, plus adaptés à l'aide alimentaire.
des produits qui se conservent plus longtemps, mais qui sont beaucoup moins nutritifs. Par exemple, le pain blanc ou les biscuits à base de farine blanche se gardent bien plus longtemps, mais toute la vitamine E a disparu, les minéraux ont été retirés, et les huiles saines du grain de blé ont été éliminées, parce que ces huiles peuvent rancir pendant le stockage. Résultat, on va voir de plus en plus d'aliments ultra transformés expédiés vers ces pays. Et même si les gens arrivent à survivre avec cette nourriture industrielle, ils vont finir par développer les mêmes problèmes de santé qu'en Amérique du Nord. Ils vont avoir du diabète, des maladies cardiaques, des problèmes dentaires. Ils seront mal nourris. Ça va devenir un autre effet secondaire de tout ça. Et Daniel, écoute, je sais que tu as beaucoup travaillé sur ce sujet, mais selon moi, les États-Unis d'Amérique ne pourront jamais contrôler le détroit d'Ormuz. C'est une question de géographie, tout simplement. Donc, plus on reste là-bas à essayer d'imposer notre contrôle, plus il y aura de souffrance et de morts en 2027. Et si on fait le calcul, et je ne dis pas ça pour exagérer, cette situation, si Trump continue dans cette direction, entraînera plus de morts que la Shoah. Et ce n'est absolument pas une exagération. Alors, ça, c'est en gros l'option B, si on maintient le blocus et qu'il se prolonge pendant l'été. Mais maintenant, l'option C. Si le président Trump, et il y a de plus en plus d'indices, même au cours des 12 dernières heures, d'après plusieurs sources à différents endroits, s'oriente vers une reprise du conflit actif et frappe toutes ses infrastructures énergétiques en Iran, eh bien, l'Iran réagira immédiatement. Je suis sûr qu'ils feront ce qu'ils ont menacé de faire et qu'ils frapperont toutes ces installations ici. Et là, ce ne sera plus seulement 2 sur, je crois que vous avez dit 14, gazoducs au Qatar, mais ça pourrait être catastrophique pour l'ensemble du système. D'après vous, si ça se produit, qu'on reprend les hostilités, qu'on frappe l'énergie iranienne, que l'Iran frappe celle du CCG, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, je n'aime pas vraiment utiliser le terme Mad Max. Mais dans le scénario que vous venez de décrire, avec la destruction quasi totale des infrastructures énergétiques et l'Iran qui riposte contre les pays du Golfe, alors des milliards de personnes meurent, des milliards sur la durée. Et ensuite, on assiste à des troubles sociaux massifs, à des bouleversements, à des révolutions, à la guerre, au chaos. Et je ne parle pas seulement des États-Unis pour tout ça. Remarque du monde entier. Oui, aidez-nous à comprendre. Parce que quand j'y pense, je me dis, d'accord, je regarde le pétrole mondial et je me dis, bon, 20% passe par le détroit d'Ormuz. Donc si on perd tout ça, il nous reste encore 80% ailleurs. Peut-être qu'on devra se serrer un peu la ceinture, mais ça ne devrait pas être si terrible. Mais vous dites que ce serait bien pire que ça. Expliquez-nous les chiffres. Comment 20% peuvent-ils provoquer une famine mondiale? À cause du coût. L'énergie a toujours été abondante jusqu'ici. La nourriture était bon marché parce que l'énergie l'était aussi. Et l'énergie était bon marché parce que les navires passaient par le détroit, 120 par jour. Beaucoup de pays, et je parle de milliards de personnes dans le monde, dont presque 1 milliard rien qu'en Inde, vivent aujourd'hui au bord de la pauvreté. Ils arrivent tout juste, vraiment tout juste, à se payer de quoi manger. Alors, même si on peut produire la nourriture, on ne peut pas la produire à grande échelle, avec des coûts que des milliards de personnes sur cette planète peuvent supporter. C'est ça, le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Malheureusement, oui. J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Si les opérations de combat reprennent et qu'ils commencent à frapper ces cibles, que peuvent faire les autres pays dans le monde? Y a-t-il un moyen d'atténuer les conséquences une fois que ça commence? Eh bien, je vais répondre comme ça. Trump a annoncé ce week-end le projet Liberté
présenté comme une mission humanitaire pour libérer ses navires dans le golfe Persique. À mon avis, si Trump voulait vraiment faire quelque chose d'humanitaire, il devrait quitter le golfe Persique et laisser l'Iran percevoir ses droits de passage, laisser les navires circuler. Parce que, sur le long terme, ça sauverait des centaines de millions de vies. Ce qui serait vraiment humanitaire, encore une fois selon moi, ce serait que les États-Unis arrêtent cette guerre, négocient un accord de paix, mettent fin à ce conflit et apprennent à s'entendre avec les autres nations du monde, que ce soit la Russie, la Chine, l'Iran ou n'importe quel autre pays. Parce que notre système mondial est aujourd'hui très fragile. L'alimentation, l'énergie, tout ce dont on vient de parler, tout ça est extrêmement fragile. Il suffirait d'un rien pour détruire l'infrastructure qui permet à au moins 4 milliards de personnes de vivre grâce à l'économie et à l'énergie, aux hydrocarbures dont on vient de parler. Mais il y a d'autres éléments aussi. Par exemple, l'acide sulfurique. C'est le produit chimique le plus important de toute l'industrie mondiale. Et on n'en produit plus autant qu'avant. Et saviez-vous que sans acide sulfurique, on ne peut pas extraire les terres rares des résidus miniers? Il faut cet acide pour acidifier et mettre les terres rares en solution afin de pouvoir les récupérer ensuite. L'acide sulfurique, lui, provient en grande partie comme sous-produit de l'exploitation énergétique ou de l'extraction au Moyen-Orient. Donc, il y a d'autres facteurs essentiels ici, des éléments vraiment déterminants. Si on ne rétablit pas la circulation de l'hélium, de l'acide sulfurique, des hydrocarbures et du polyéthylène, on déclenche un effet domino qui finit par détruire les chaînes d'approvisionnement qui rendent la vie moderne possible.